Bon dimanche matin, tout le monde. Bienvenue à cette 25e journée du défi J'aime mes seins. On se retrouve avec la petite douceur du dimanche matin, mon petit café, mon petit cappuccino de la boulangerie française après une journée de congé. Hier, j'ai pas réussi à cadrer la présentation dans ma journée. Donc, on a un petit retard. On est rendu presque à la fin du mois et on n'a que 25 capsules vidéo. Ben, enfin, que 25, c'est quand même assez considérable en termes d'investissement de temps que de créer 25 capsules vidéo référencées sur le cancer du sein à l'intérieur du mois. Ça a été vraiment un beau défi, mais je vous promets qu'on va finir à 31. Demain, je vais prendre les bouchées doubles et on va se remettre à jour et on va finir avec réellement 31 capsules vidéo. C'est promis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse depuis longtemps en tant que naturopathe agréée, qui travaille beaucoup avec les femmes en santé des femmes, prévention du cancer du sein, tout ça, et même qui accompagne les femmes durant leur processus de cancer du sein. C'est toute la question des xénostrogènes. On a parlé dans une autre capsule des phytoestrogènes, donc ces estrogènes produits par les plantes qui ont une structure moléculaire suffisamment près de celle de nos propres estrogènes qu'on fabrique, donc de nos estrogènes endogènes, pour réussir à agir sur les sites récepteurs d'estrogènes dans notre corps et donc d'arriver à moduler, on appelle techniquement ces phytoestrogènes issus des plantes telles que le soya, lacté à grappes noires, le trèfle rouge et tout ça. On les appelle des modulateurs sélectifs de récepteurs estrogéniques ou SERMs ou Selective Estrogen Receptors Modulators en anglais. Donc, on en a fait toute une catégorie de substances en réalité qui arrivent à moduler l'action des estrogènes dans notre corps, mais de manière positive. Ça, c'est en ce qui a trait à ces estrogènes fabriqués par les plantes, donc les phytoestrogènes. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est les xénostrogènes, donc ces substances chimiques en réalité qui vont venir perturber les voies métaboliques des estrogènes dans notre corps et qui vont s'insérer dans certains cas au niveau des récepteurs, mais dans tout le processus de signalisation estrogénique. Et donc, malheureusement, comme je vous ai expliqué quand il a été question de phytoestrogènes, souvent les phytoestrogènes sont mal connus des gens qui vous disent de ne pas les prendre ou que vous risquez d'augmenter votre risque de cancer. Vous risquez d'augmenter votre risque de cancer du sein. En réalité, vous avez vu que ce n'est pas le cas. Les phytoestrogènes ont un effet protecteur, mais dans certaines études dans la littérature scientifique, parfois, on va qualifier les phytoestrogènes et même les mycoestrogènes parce qu'il y a des champignons qui fabriquent aussi des molécules semblables aux estrogènes. On va souvent insérer les phytoestrogènes dans la catégorie des xénostrogènes parce que techniquement, ce sont des estrogènes produits à l'extérieur de notre corps. Mais en tant que clinicien, en général, on va faire référence aux xénostrogènes comme étant ceux qui ont un effet perturbateur et ceux d'origine chimique. Et pour les plantes, on va parler de phytoestrogènes. Donc, au niveau de ces fameux xénoestrogènes, qu'on retrouve de toutes sortes de façons dans l'environnement. C'est des substances, par exemple, comme les phtalates, les BPC, qu'on appelle souvent aussi PCB du mot anglais, mais les BPC qui sont les biphényles polychlorés. Les BPA, les biphénols A qu'on retrouve dans les scellants à l'intérieur des boîtes de conserve, on peut retrouver même au niveau de la dentisterie. On a les PFAS, on a le DDT, hein, le fameux DDT, qui a été pas mal la substance chimique qui a déclenché la connaissance qu'on a aujourd'hui des xénostrogènes. C'est banni techniquement depuis 1980 au Canada, mais l'ennui avec toutes ces substances qu'on retrouve dans l'environnement, c'est qu'elles ont un effet qui peut durer très longtemps. Et donc, aussi, même à l'intérieur de notre corps, le DDT peut se stocker dans le tissu adipeux et va perturber comme ça nos hormones sur de très longues périodes. Et ce qui s'est passé avec ça, c'est que, vous savez,
c'est vraiment un gros problème au sein de l'industrie. D'abord, évidemment, le problème de lobbying, parce que on le sait maintenant, là, des compagnies de la taille de Monsanto vont soudoyer les personnes qui sont chargées d'approuver ces substances sur la base d'études très souvent fournies par les producteurs de ces substances eux-mêmes. Donc, c'est pas testé la plupart du temps par des tierces parties. Et donc, il y a tout un problème au niveau du lobbying. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui va survenir, à part le fait que ces études sont fournies par ceux qui en bénéficient économiquement, c'est que les études vont être faites sur un produit chimique à la fois. Donc, dans ce cas-ci, un perturbateur endocrinien ou un xénoestrogène à la fois et sur une durée limitée dans le temps. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe parce que dans la vraie vie, on est exposé à toute une ribambelle de ces substances simultanément. Et puisqu'elles perdurent très souvent dans l'environnement ou dans certains cas, elles ont un effet de bioaccumulation, eh bien, la réalité à laquelle on est exposé est bien différente de celle qu'on va retrouver dans une seule étude clinique. Donc, on peut dire, par exemple, que le biphénol A qu'on retrouve dans les produits de dentisterie, c'est une quantité minimale et que ce n'est pas suffisant, par exemple, pour causer un cancer du sein. L'ennui, c'est que si on a ces remplissages depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans dans notre bouche et qu'on en a ici, puis qu'on en retrouve dans l'intérieur des boîtes de conserve, puis qu'on en retrouve dans l'eau potable et qu'on en retrouve dans le téflon de notre poêle à cuire nos œufs le matin. C'est ça le problème avec ces substances, c'est qu'elles sont omniprésentes dans l'environnement, elles perdurent dans l'environnement, elles perdurent dans notre corps et on ne les utilise jamais en synergie et on ne les utilise pas dans le temps. Donc, en réalité, on finit par approuver ces substances en disant, oui, on a fait une petite étude d'1 mois chez des hommes de 150 livres en bonne santé. C'est parfait, sur 3 mois, elles n'ont peut-être pas causé de cancer du sein chez des hommes. On sait que les hommes ne sont victimes que de 5 des cas de cancer du sein. Mais donc, chez les femmes qui sont exposées à ça depuis peut-être la vie in utero, quand elles sont fœtus, on sait maintenant que beaucoup de ces substances vont traverser à travers le placenta et sinon, on les retrouve aussi dans l'allaitement. Donc, c'est un gros problème, entre autres, au niveau des BPC qui sont présents dans l'allaitement. Donc, on est exposé de manière exponentielle et sur de longues périodes parce qu'on les retrouve partout. Un autre gros problème quand on parle de xénoestrogènes, ce sont les estrogènes qu'on retrouve dans l'eau de consommation. Il y a un article de 2016 qui a été publié dans Québec Science où un professeur de chimie de l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, a fait une étude avec ses pairs. C'est un professeur de chimie environnementale, donc une personne qualifiée pour faire ce travail-là, qui a regardé la quantité de substances chimiques qu'on retrouvait dans les eaux traitées de Montréal. Et à une usine de la Pointe-de-l'Île, il a retrouvé qu'il y avait 100 fois le taux acceptable. Encore là, ces taux acceptables qui sont émis sur un seul produit chimique à la fois et sur une durée donnée. Et bien même de cette façon, ils ont retrouvé que le taux d'estrogène dans l'eau des eaux traitées à Montréal était 100 fois supérieur au taux acceptable. Les estrogènes se retrouvent dans l'eau parce qu'évidemment, les femmes qui consomment les contraceptifs oraux, les femmes qui consomment les hormones pour prévenir les bouffées de chaleur, le fameux prémarin, par exemple, les hormones, on l'a vu, ça va être éliminé dans nos selles et dans l'urine. Et donc, ces eaux usées vont se retrouver dans les usines de filtration. Également, dans tous les endroits où il y a des études cliniques qui sont faites et des estrogènes aussi qu'on va donner aux animaux pour les faire croître plus rapidement, pour augmenter la production de lait, etc., etc. Donc, ces hormones-là qui sont données aux animaux d'élevage se retrouvent aussi dans les eaux usées et donc dans les usines de filtration. Et ce que j'ai découvert grâce à cet article, c'est que Montréal possède la 3e plus grande usine de filtration d'eau au monde. Et malgré ça,
elle n'était pas équipée. Donc, en 2016, peut-être que les choses ont changé entre-temps. En 2016, l'usine de filtration d'eau à Montréal n'était pas équipée de matière ou de filtres qui permettaient de retirer les xénostrogènes. Et c'est vrai aussi, par exemple, les filtres Brita qui sont très populaires. Les filtres Brita vont filtrer, par exemple, des métaux lourds, plusieurs substances on veut enlever de l'eau de consommation, mais jusqu'à récemment ne filtraient pas les estrogènes qu'on retrouve dans l'eau. Et donc, ils ont maintenant un filtre, mais il faut regarder vraiment pour l'option plus. C'est ce qui va permettre d'avoir le filtre qui enlève les estrogènes de l'eau. Donc, on en retrouve un peu partout à cause de leur présence dans les eaux usées. On en retrouve également les perturbateurs endocriniens dans nos produits cosmétiques. Donc, autant le maquillage que les produits de soins corporels qu'on utilise. Et je vais vous faire une capsule spécifiquement sur les produits parce que c'est important qu'on trouve des alternatives à ça. Mais donc, on les retrouve dans le téflon des poils, on les retrouve dans les trucs de dentisterie, on les retrouve dans l'eau de consommation, comme on l'a dit, dans la viande qu'on peut consommer et énormément dans tous les pesticides et herbicides, particulièrement le fameux Roundup ou glyphosate d'ex-Monsanto devenu Bayer. Donc, il y a des règlements au Canada. Je regardais par exemple, donc le DTT, comme on a dit, est banni depuis 1980, mais on en retrouve encore probablement dans l'environnement et dans nos organismes. Les BPC. Donc, les BPC, on les retrouve beaucoup dans les trucs électriques parce que ça permet d'agir comme isolant contre la chaleur et tout ça. Donc, le Canada les a entourés de règlements depuis 2015, mais ils permettent aux industries de s'en départir progressivement. Donc, ils sont encore présents. C'est-à-dire que les industries ne peuvent plus les importer et les vendre, ni en fabriquer au Canada, mais sont encore présents dans notre environnement. Et c'est ça qu'il faut, à un moment donné, prendre conscience que quand les gens me disent « Ah, mais ça change quoi de manger bio? » Tout ça, bien, ça change des choses comme ça. C'est que quand on utilise à tous les jours des aliments, de la viande, de l'eau qui n'ont pas été traités adéquatement, eh bien, on va retrouver de manière cumulative ces substances qui perturbent nos estrogènes dans notre corps et qui, oui, sont associées au cancer du sein et à toutes sortes de cancers, mais comme on parle du cancer du sein, c'est celui-là qui sera question aujourd'hui. Une grosse méta-analyse qui a été publiée en avril 2021 et on a regardé 131 études épidémiologiques qui ont été réalisées un peu partout dans le monde et hors de tout doute, on peut réellement établir des liens entre les taux de cancer de sein et ces substances xénostrogènes ou perturbateurs endocriniennes qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on teste pour des substances comme les BPA, comme les BPC, comme les PFAS, celui qu'on trouve dans le téflon, dans l'urine, dans le tissu adipeux des femmes qui ont des cancers du sein et on est capable d'évaluer qu'effectivement, il y a un lien chez les femmes qui ont un cancer du sein, on trouve des taux plus élevés de ces substances perturbatrices de nos hormones. Alors, vous allez me dire, oh, c'est des quantités réellement minimales, hein, c'est des quantités négligeables qu'on va retrouver au niveau des substances dans l'environnement. Regardez au niveau des cosmétiques seulement. Les parabènes, qui sont donc aussi des perturbateurs endocriniens connus. On a 76 mg à tous les jours de parabènes auxquels on est exposé dans nos produits cosmétiques et 25 mg dans les produits pharmacologiques et 1 mg dans les autres produits. Ça veut dire qu'on a plus de 100 mg quotidiennement de parabènes seulement. Donc, imaginez au fil des jours, au fil des ans, et ça, c'est seulement pour un des perturbateurs endocriniens. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas vivre dans une bulle de verre. Non, c'est certain, mais on peut, en faisant des choix conscients, limiter les plus grandes sources d'exposition, comme par exemple s'alimenter bio ou, le cas échéant, choisir. Vous trouvez sur le site du Environmental Working Group, EWG aux États-Unis, ce qu'on appelle le Dirty Dozen, la douzaine des aliments qui contiennent le plus
de produits chimiques et de Clean 15, donc les 15 plus propres. Alors, c'est un moyen, si on ne peut pas consommer bio, d'orienter nos choix alimentaires. Et si on peut prendre peut-être la moitié de notre épicerie bio, eh bien, on essaie que ce soit, par exemple, les fraises qui sont connues pour être très, très, très aspergées de pesticides. Alors, à ce moment-là, on peut choisir des fraises bio parce qu'on sait que c'est sur la liste des Dirty Dozen, la liste des 12 les plus aspergées. Donc, on peut comme ça orienter nos choix si on ne peut pas se permettre financièrement de ne consommer que du bio. On peut aussi essayer de trouver des producteurs québécois qui, des fois, ne sont pas certifiés bio, question de paperasse, question de coûts associés à tout ça, mais qui font quand même les choses correctement. On va essayer d'en parler. Vous savez qu'à partir de janvier, je vais créer une formation sur l'alimentation saine et on va se créer comme ça des listes de gens, de producteurs avec lesquels on peut faire affaire pour essayer de réduire les coûts et avoir quand même une alimentation saine. Donc ça, c'est un des moyens, c'est de vraiment essayer de manger bio. Est-ce qu'on ne peut pas manger bio, de choisir avec ces listes fournies par le Environmental Working Group. Je les avais mis aussi dans le défi détox. Vous savez que le groupe défi détox existe encore et on avait partagé comme ça des ressources. Alors, on fait des bons choix par rapport à notre alimentation. Le cas échéant, le défi détox revient en janvier. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est procéder régulièrement à des cures de détox pour sortir ces substances qui tendent à se stocker, à se déposer dans notre corps. Le foie fait toujours son travail, mais quand on est dépassé par les sommes, comme je disais, cumulatives de ces xénostrogènes ou perturbateurs endocriniens, ils vont se déposer dans le tissu adipeux. Et donc, évidemment, la perte de poids, la détox sont des facteurs qui vont réduire nos risques de cancer hormonodépendants associés à ces substances. Choisir également les cosmétiques qui soient naturels, qui ne soient pas riches en ces substances. Vérifier au niveau de la dentisterie les meilleures options pour ne pas utiliser de matières remplies de BPA dans notre bouche. Les ustensiles de cuisine aussi, donc éviter le téflon. Le téflon, comme on disait, contient les PFAS qui vont devenir des dioxines et des furanes, donc des perturbateurs endocriniens connus dans notre organisme. Quoi d'autre? L'eau, l'eau, on en a parlé déjà plus tôt dans une autre capsule. Eh bien, c'est très important d'avoir recours à une autre source naturelle. Personnellement, mon choix, c'est définitivement l'OSK. Je n'ai pas d'intérêt dans l'OSK, mais c'est, d'après mes recherches, la meilleure eau qu'on peut se procurer au Québec. Et le cas échéant, d'avoir des bons filtres pour s'assurer que notre eau ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Donc, si vous prenez le Brita Plus, et au niveau des autres filtres, le meilleur, d'après mes recherches, c'est le Berkey, B-E-R-K-E-Y, Berkey Canada, donc vous allez trouver qui en vend. C'est pas la peine de m'envoyer plein de questions, de photos de vos filtres. Je ne suis pas une spécialiste en filtre à eau. Simplement, dans ce que j'ai cherché, les meilleures comparaisons, ce sont ces filtres. Alors, à partir de là, vous faites des choix. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'eau par osmose inversée et l'eau distillée, qui sont des eaux qui retirent les minéraux et qui les réintroduisent de différentes façons, mais ce n'est pas souhaitable. Donc, vous pouvez vous référer aussi à la capsule sur l'eau. Ce n'était pas le but de la capsule d'aujourd'hui, mais plutôt de vous sensibiliser au rôle de ces substances qu'on retrouve dans l'environnement, qu'on appelle des xénostrogènes, et qui viennent perturber nos hormones et donc augmenter le risque de cancer du sein. Alors, encore une fois, on s'en protège en faisant des choix, le bio le plus possible, sinon on s'inspire de ces listes. On lave évidemment très bien nos fruits et nos légumes. La viande, même principe, on essaie de consommer de la viande bio qui ne contient pas d'hormones pour réduire notre risque. Et on procède régulièrement à des cures de détox. Vous faites les cures 1 ou 2 fois par année, les cures comme on va la présenter en janvier, mais le reste du temps, vous pouvez très bien, par exemple, une journée par semaine, ne prendre que des jus verts cette journée-là, des jus à la maison, des jus faits à l'extracteur. Et ça permet comme ça une journée par semaine à votre corps d'aller chercher ce qui est stocké et détoxifier un petit peu de manière régulière entre vos 2 grosses cures annuelles. C'est un bon moyen d'éliminer donc ces substances qu'on stocke dans nos gras et d'arrêter, quand vous allez renouveler vos produits cosmétiques ou vos ustensiles de cuisine, de faire des choix vers des produits qui ne comportent pas de ces matières
qui perturbent nos hormones. Alors là-dessus, tout le monde, je ne vous tiens pas plus longtemps. J'ai une belle balade à moto pour aller à la plage avec des amis québécois qui m'attendent. Et je vais vous retrouver demain. Demain, on va faire ça en double et en triple pour essayer de rattraper notre retard. Alors, un bon dimanche, tout le monde. Je vous partagerai plus tard des belles images avec le ciel. Le ciel est bleu, ça fait du bien. On a eu une grosse semaine de pluie. Et donc, je vais vous partager de la lumière, de la luminosité dans votre dimanche. Merci d'être là, tout le monde. À demain.